Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Fergan. Aujourd'hui, nous accueillons comme invité Pierre Conessa. Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. Vous avez porté au cours de votre vie plusieurs casquettes, celles de haut fonctionnaire, notamment au sein des tribunaux administratifs, mais aussi et surtout auprès du ministère de la Défense. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez fondé une société spécialisée en intelligence économique et en relations publiques, et vous êtes enfin un essayiste prolifique, auteur de nombreux ouvrages. Sans être exhaustif, on citera vos derniers: Avec Dieu, on ne discute pas, Désislamiser le débat chez Robert Laffont, Le lobby saoudien en France, Comment vendre un pays invendable aux éditions de Noël, et enfin Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel aux éditions de l'Aube. Dans ce dernier ouvrage, vous vous en prenez à quelques figures bien connues ici, du Point. Alors sans plus tarder, première question, Pierre Conessa, qu'est-ce que ce complexe militaro-intellectuel et que lui reprochez-vous exactement ? Je crois qu'il faut comprendre le processus comme une transformation, comme une conséquence de l'évolution de la situation internationale. Le concept, évidemment, est une espèce de miroir du concept inventé par Eisenhower qui parlait du complexe militaro-industriel quand qui quitte son second mandat à la Maison-Blanche. Et effectivement, c'est un homme qui a fait la guerre. On est en pleine guerre froide. Il y a cette espèce de compétition industrielle entre les deux blocs. Et donc, il craint que, effectivement, les industriels prennent de plus en plus de place. Et on est dans l'époque où, effectivement, on pense que les industriels peuvent peser pour déclencher des guerres. Après 91, quand disparaît l'ennemi principal et donc que tout le concept qui avait structuré toute la pensée stratégique automatiquement se délite, se pose un problème qui est évidemment compliqué. Comme disait Arbatov, le conseiller de Yeltsin aux équipes américaines, il disait « Je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Mais Arbatov pensait qu'en même temps, on aurait le même réflexe, c'est-à-dire que si eux décomposaient le pacte de Varsovie, nous, on décomposerait l'OTAN. Bon, il s'est un peu trompé, mais enfin, ça arrive à tout le monde. Et donc, en 91, il se passe deux phénomènes qui sont liés, mais pas mécaniquement. C'est évidemment l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Pourquoi je cite cet exemple-là ? Parce que c'est la première guerre post-guerre froide. Les Russes s'abstiennent, donc on monte une coalition pour aller libérer le Koweït. Et donc cette coalition va faire une guerre annoncée, 6 mois de préavis, ensuite déclenchement des opérations à la date indiquée, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et cette guerre est couverte par toutes les chaînes de télévision de la planète. C'est-à-dire qu'on va avoir deux transformations qui me paraissent essentielles. La première, c'est que la guerre est gagnée en 120 heures, c'est-à-dire en peine 5 jours. C'est quand même pas hollywoodien, je veux dire, hein, ça fait un peu... Donc toutes les chaînes de télé, ça leur a coûté, mais vraiment la peau des fesses. Parce qu'ils avaient des équipes permanentes et tous les jours, rappelez-vous, c'était CNN, hein, c'est le triomphe de CNN. Tous les jours, on attendait des informations. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? Et donc, cette conviction des Occidentaux que notre supériorité militaire est telle, en plus le russe est KO, donc ça donne le sentiment qu'on peut se mandater comme gendarme de la planète. Deuxième transformation qu'on voit tous les jours aujourd'hui, c'est que la guerre devient un spectacle télévisuel en live. Donc on veut tous les jours avoir des informations. Les chaînes d'infos en continu fonctionnent même sur ce principe, c'est-à-dire que tous les jours, il faut dire quelque chose. Et donc, comme ces chaînes d'infos en continu ne produisent que 8 à 10 minutes d'informations réelles par heure, le reste doit être occupé par des plateaux. Et donc ces plateaux vont être composés de gens qui vont être qualifiés d'experts. Alors, je vous prends volontairement un autre exemple pour que vous compreniez l'évolution du phénomène. Regardez le Covid. Regardez le nombre d'experts du Covid d'une maladie qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire pendant toute la phase paroxystique des 2, 3, 4 vagues de Covid, les plateaux télé ont été pleins de gens qui étaient pneumologues, rhumatologues, cancérologues, tout ce que vous voulez, qui tous étaient interpellés au titre du Covid, alors qu'ils n'en savaient pas plus. Mais c'était l'expert au sens médiatique du terme. Et c'est un renversement de perspective qui est intéressant parce que ça veut dire que c'est l'apparition sur un plateau télé qui fait l'expert et pas la connaissance du sujet. Voilà, bon, j'arrête là. Donc, si vous voulez, c'est pour dire cette transformation. Donc, pour ce qui concerne les guerres, évidemment, c'est ce complexe militaro-intellectuel dans lequel vous allez avoir différents strates qui vont s'additionner, des intellectuels médiatiques, des humanitaires, des psys, etc., qui vont tous venir sur des plateaux télé expliquer pourquoi il faut faire la guerre, pourquoi il faut soutenir, pourquoi il faut faire ci. Mais ils n'y vont pas, hein, je vous rassure, on n'est pas avec Malraux ou avec Régis Debray, hein, on va là-bas pour taguer sur un mur liberté, égalité, fraternité. Et justement, sur cette question de l'expertise, il y a cette caractéristique que vous notez du complexe militaro-intellectuel, c'est que moins les intellectuels ont d'expertise en stratégie et en connaissance concrète de la guerre, plus ils sont bellicistes. Comment est-ce que vous expliquez que ce paradoxe soit aussi récurrent ? Je crois qu'il y a une fascination en France qui trouve son origine probablement à l'époque des Lumières
pour l'intellectuel généraliste, c'est-à-dire l'homme qui est capable de repenser le monde. Et c'est vrai qu'effectivement, à l'époque des Lumières, on peut dire que la France a éclairé la planète entière. Hein. Bon. Et donc, il en est resté cette tradition que, comme Diderot, si vous voulez, l'intellectuel français doit être polyvalent, universaliste. Bon. Ensuite, il y a une deuxième tradition qui se crée avec Zola, c'est-à-dire que l'intellectuel peut être assez courageux pour défendre une victime juive qui plus est, mais en s'attaquant à quelque chose qui était une institution intouchable, qui était l'armée. Or, on était dans la préparation de la match retour contre l'Allemagne. On était entre la guerre de 70 et celle de 14. Et donc, ce personnage, Zola, évidemment, va inspirer un autre aspect des intellectuels français qui ne vont pas hésiter à s'engager, même sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Je ne prends pas le cas de Zola, mais je pourrais vous citer l'exemple d'une pétition qui avait été lancée par Mme Badinter pour éviter qu'une jeune fille iranienne de 13 ans ne soit lapidée. Oui, vous le citez dans votre livre. Et donc, cette jeune fille, effectivement, avait été violée par son frère. Mais le frère avait été condamné au fouet, ce qui est normal en Iran. Par contre, elle devait être lapidée. La pétition lancée à laquelle tout Saint-Germain-des-Prés va signer. Et puis, en fait, le Quai d'Orsay, par 2 démentis de presse publique, dit « mais il n'y a rien, il ne se passe rien. On n'a aucune information, il ne se passe rien. On a posé la question 2 fois, il ne se passe rien. » Et effectivement, il ne se passait rien. Mais à partir du moment où la mécanique était lancée, d'abord, elle a continué. Puis quand tout à coup, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois un communiqué de l'Europe, un communiqué de la France, un communiqué de l'Iran, disant « mais ça n'existe pas », la mécanique s'est arrêtée, mais il n'y a jamais eu la publication du démenti. Donc, vous voyez comment fonctionne la chose. L'émoi est un bon ressort. Bon, la justesse, si vous voulez, est une question sur laquelle on s'interrogera après, si vous voulez. Quelles sont ces manifestations à ce complexe militaro-intellectuel et ces figures les plus récentes, et en particulier, est-ce qu'on le voit à l'œuvre avec la guerre en Ukraine ? Oui, on le voit à l'œuvre, évidemment, en Ukraine, parce que cette guerre nous touche d'assez près. Le problème était plutôt avant la guerre d'Ukraine, si vous voulez, de sensibiliser un décideur sur l'importance d'une crise. Bon, il y a environ 400 crises à la surface de la planète, donc on peut dire que le marché est ouvert, avec une caractéristique, c'est qu'il n'y a plus les soviétiques derrière pour instrumentaliser une crise. Donc le choix est large, et donc cette médiation pour choisir telle crise plutôt que telle autre, si vous voulez, est jouée par ces gens que j'ai appelés le complexe militaro-intellectuel, qui peuvent être des humanitaires, Somalie, qui peuvent être des intellectuels, Yougoslavie, etc., etc. Donc on a effectivement une interpellation qui se place au politique, le politique n'ayant finalement la connaissance de la crise l'intéressant moins que l'échéancier électoral, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des municipales au printemps prochain, et si j'envoie de l'armée, est-ce que ça va m'en profiter ou pas ? Donc, les militaires détestent ce genre de processus, parce qu'ils disent, nous, on est fait pour faire la guerre, on n'est pas fait pour faire de l'interposition, on n'est pas fait pour faire de l'humanitaire. Bon, ils le font parce qu'ils sont obéissants, mais ça vous prouve combien il y a inversion du système des outils. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le cas de la Somalie, les humanitaires ne demandaient pas l'intervention militaire. Ils ne demandaient pas. Broman disait avec ses équipes de Médecins sans frontières à Mogadiscio, il disait non, les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, ce sont des gens qui estiment que leur clan est mal servi. Donc si on augmente le volume, on réduit, on tue une partie de la conflictualité. Et pendant qu'il est à New York pour plaider l'augmentation des flux, Kouchner, ancien humanitaire, devenu ministre, décide l'intervention militaire. Donc vous voyez qu'on est sur des systèmes où chacun peut changer de casquette, mais encore une fois, participer à ce genre de décisions qui ne sont pas stratégiques. Ce ne sont pas des guerres. Il n'y a pas des enjeux fondamentaux pour la France. Mais ça veut dire l'utilisation, la militarisation des crises, c'est une des conséquences de ce complexe. Et justement, sur le côté utilitaire, vous notez une différence entre les complexes militaro-intellectuels américains et français. Et à vous lire, en fait, on a l'impression que les Américains, en gros, peinent à cacher leur visée utilitaire, donc en gros, sécuriser des ressources sous des grands discours. Donc voilà, il y a Bush et l'axe du bien et du mal. Alors qu'en France, on pourrait se dire que l'emphase rhétorique sert plutôt, et à l'inverse, à camoufler le manque d'utilité des opérations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si on peut tirer cette conclusion, parce que la chose se pose différemment, si vous voulez, après la disparition de l'URSS, quand on est à Washington et quand on est à Paris. Bon, pour Washington, l'essentiel de l'interrogation des penseurs américains, ça va être comment maintenir la suprématie absolue que nous avons acquis. Nous avons gagné, donc nous sommes le camp du bien, et donc comment maintenir cette suprématie. Bon. Et ils vous produisent des penseurs comme Huntington et comme Fukuyama. Si vous voulez, Huntington, le clash des civilisations, il vous explique que par nature, l'Occident est pacifiste et que le reste de la planète, c'est-à-dire essentiellement le monde arabe et le monde chinois, sont des menaces. Bon. Fukuyama, lui, il fait beaucoup plus fort puisqu'il annonce le triomphe du système libéral démocratique. Bon, on ne peut pas dire qu'il se soit
On ne peut pas dire qu'il ait eu raison. Mais ce n'est pas grave, Fukuyama était un soutien de l'opération en Irak, par exemple. Alors vous dites, mais comment il est passé de l'un à l'autre? Bon. Et donc, pendant des années, on a tous réfléchi autour des concepts américains. Huntington traduit en 35 langues, ça vous dit que finalement, ça a dû probablement formater des sujets un peu partout. Mais à partir du moment du 11 septembre, on sort de cette espèce d'euphorie qu'on avait tirée de la victoire du Koweït, et tout à coup, vous avez un espèce de retour de la réalité. Alors ce retour de la réalité, il est d'autant plus intéressant qu'en fait, celui qui fait l'attentat est un homme bien connu des Américains. Il l'avait alimenté quand il faisait la guerre sur les Soviétiques, donc il était considéré comme un type qui, après tout, était un gentil. Bon, c'était un Saoudien effrayé, c'était un praticien. C'était un reborn muslim. Il était comme Bush, qui était un reborn Christian. Et donc, c'était devenu un radical. Mais ce qui le choque, lui, Ben Laden, c'est quand il y a l'opération du Koweït et que justement, il arrive à Riyad pour dire au roi, mais nous, on a des combattants afghans, on est expérimentés, on peut contribuer à empêcher l'invasion. Le roi lui dit, écoutez, on parle entre gens sérieux, on va s'adresser aux Américains. C'est-à-dire que vous avez 120 000 ou 150 000 mécréants qui vont débarquer d'un seul coup. Bon, lui, il est toujours dans cet état d'esprit, c'est-à-dire il dit, mais quelle violation de la terre des lieux saints. Vous avez des femmes en uniforme qui conduisent, etc., qui foutent des raclées à la police religieuse quand on les embête. Ça choque une société. Bon. La conséquence de tout ça, première étape qu'on n'a pas regardée, c'est qu'il commence par faire ses attentats en Arabie Saoudite, contre les compounds américains qui vont se déplacer au Qatar. Et puis ensuite, il va monter son opération du 11 septembre. Sur le 11 septembre, moi, je dirais qu'une seule chose que je trouve particulièrement intéressante, c'est que quand une société est traumatisée par un échec de cette nature-là, tout le monde a vécu l'écroulement des tours en direct, vous avez deux solutions. Soit la société s'interroge sur elle-même en disant « pourquoi nous ?» ou alors, comme évidemment ils sont le camp du bien, vous avez l'autre solution qui est fournie par les psys en disant « non, mais on va vous expliquer pourquoi l'autre est un fou ». Et donc, c'est le même processus qu'on a avec Poutine aujourd'hui. C'est-à-dire, avec Poutine, vous avez des tas de gens qui vous expliquent, sans l'avoir jamais rencontré, qu'il est parano, schizophrène, qu'il a le syndrome de je sais pas quoi, sans jamais l'avoir rencontré. Donc, vous voyez bien que cette mécanique est une mécanique qui tourne sur elle-même. C'est pas une mécanique qui cherche à s'accrocher à la réalité. C'est une mécanique qui fait que sa légitimité, c'est l'apparition sur les plateaux télé. Moi, j'y appartiens, hein, je veux pas être fait donner des leçons. Quand on m'interroge et qu'on me dit qu'est-ce que va faire Poutine, et que je dis je suis désolé, j'ai jamais rencontré, j'en sais rien. Je ne joue pas le jeu. Parce que le jeu consisterait à dire, si on vous fait venir des experts, c'est pour vous éclairer. On était 90% à penser qu'il n'envahirait jamais l'Ukraine. Donc il faut être modeste, si vous voulez, dans la prospective. À vous lire, vous êtes quand même assez critique du messianisme occidental et donc de la prétention de l'Occident à s'ériger en camp du bien, et vous critiquez aussi la prétention de l'Occident à faire valoir ses normes sur la scène mondiale. Pourtant, on serait tenté de vous rétorquer que le Polonais, le Sud-Coréen et même le Taïwanais vous diront qu'ils affectionnent l'empire américain. Alors, à cibler exclusivement le complexe militaro-intellectuel occidental, est-ce que vous ne relativisez pas d'autres impérialismes autrement plus menaçants, Pierre Conessa? Non, je comprends votre question, elle est tout à fait légitime. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tout ce que je lisais comme document stratégique partait toujours du postulat qu'une démocratie, c'est pacifiste et qu'une dictature, c'est belliciste. Bon. Salazar, il n'a jamais déclenché un conflit. Pourtant, c'est une dictature qui a duré plus de 40 ans. Par contre, la différence, c'est que quand vous voulez déclencher une guerre dans une démocratie, il faut que cette guerre soit démocratique. Il faut qu'on convainque l'opinion. Et qui convainc l'opinion? Vous avez effectivement le politique, mais quand la situation internationale n'est pas claire comme celle qui règne après 91, c'est là que ce complexe militaro-intellectuel va intervenir en disant non, mais nous sommes le bien, nous avons la force, donc il faut faire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que l'argumentaire, c'est on ne peut pas ne pas. La double négation, si vous voulez, comme s'il fallait ouvrir une discussion. Non. Si on ne peut pas ne pas, ça veut dire que la conclusion est dans le texte. Et donc, vous avez effectivement cette existence sociologique qui va largement peser sur les décisions stratégiques. D'autant qu'encore une fois, l'homme politique, lui, maintenant, il sait que cette crise ne peut pas dériver. Bon, finalement, on peut envoyer une petite pincée de militaires. Donc, je comprends votre question. Je ne néglige pas du tout, la posture de Poutine. La posture de Poutine est intéressante parce que c'est un empire qui s'est écroulé. Qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique, cet empire? C'était un empire fédéral, c'est-à-dire qu'on considérait que tous les non-russes, si vous voulez, avaient leur place dans cet ensemble. Et donc, tout à coup, quand l'empire va s'écrouler, vous allez avoir des frontières administratives qui vont devenir des frontières politiques. Ces frontières politiques, dont celle de l'Ukraine, c'est justement de dire attendez, il y a des Russes chez vous, mais enfin, vous êtes en Ukraine. Et quand vous êtes dans cette situation-là, la différence entre
comment dire, ces anciens colonisateurs deviennent les populations minoritaires soumises. Par exemple, dans les pays baltes, je crois que c'est en Lituanie, on oblige les Russes vivant sur place, qui sont d'une communauté importante, à parler parfaitement la langue locale avant d'obtenir le passeport. Bon, vous voyez la chose. Alors, le deuxième caractéristique qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'était une colonisation de la continuité territoriale. Nous, quand on quitte l'Algérie et l'Indochine, si vous voulez, bon, ben c'est fini, l'affaire est bouclée. Tandis que là, vous avez le sentiment, par exemple, pour les gens, encore une fois, du Donetsk et du Donbass, que finalement, la frontière est là, la Russie est là derrière. Et c'est une question qui se pose dans beaucoup de pays, parce qu'effectivement, ces Russes peuvent être instrumentalisés par Poutine pour dire, mais ils ont le droit à avoir un statut, ils ont le droit à être attachés à la maison mère, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pour ça que je pense que cette crise ukrainienne doit faire jurisprudence. D'autant que le rapport à l'Empire n'est pas le même en France et en Russie. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même tout un courant de pensée postcolonial, décolonial qui ne cesse de remettre en question ce passé impérial. Je n'ai pas l'impression qu'en Russie, ce complexe impérial soit si présent dans l'opinion. Est-ce que je me trompe ? Oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, en France, la décolonisation, ça a été une souffrance quand même. Hein. Il a fallu beaucoup de temps. Le retour critique sur la décolonisation a été compliqué. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont pesé, dont Sartre d'ailleurs, hein, qui a joué son rôle là-dessus. Mais enfin, une fois que la chose était finie, bon, il y a eu le spasme de putsch des généraux quand même. Ça voulait dire que même à l'intérieur du système français, vous aviez des gens qui estimaient que c'était un abandon. Bref, la chose est d'autant plus, comment dire, ensevelie, enterrée, qu'immédiatement on commence la construction de l'Europe. Et donc il y a un nouvel objectif consensuel, si vous voulez, français, qui fait qu'on quitte l'Empire, mais on entre dans une nouvelle entité à construire. Et c'est le complexe, c'est le binôme franco-allemand qui va y contribuer. Dans votre livre, vous êtes assez critique de la notion de droit d'ingérence et vous établissez une opposition entre le droit d'ingérence et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Mais cette opposition est-elle pertinente dans la mesure où ce droit d'ingérence est régulièrement utilisé dans des pays qui méconnaissent précisément le principe d'autodétermination des peuples et qui tentent parfois à confondre la liberté des nations avec celle des tyrans ? Oui, bien sûr. Mais en même temps, vous voyez bien qu'il y a une contradiction dans le droit international. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un héritage de la décolonisation. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aviez des puissances, dont la France, dont la Grande-Bretagne, qui vous expliquaient que non, c'était une espèce d'identité culturelle, la colonisation. Bon, il a bien fallu faire ce retournement. Et donc, on a donné naissance sur le plan international à ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En même temps, la base constitutionnelle de l'ONU, c'était quand même le respect de l'intégrité territoriale des États, quel que soit leur découpage. Donc, vous voyez qu'entre ces deux principes, il y avait déjà une contradiction. La troisième contradiction est celle du droit d'ingérence. C'est-à-dire que depuis 1991, on a poussé à l'ONU l'idée justement de ce droit d'ingérence, c'est-à-dire où le devoir de protéger, c'était encore bien pire, pour dire mais si on intervient militairement, c'est pour le bien. Donc on va faire la guerre pour éviter la guerre. Les néoconservateurs américains inventent un concept extraordinaire qui s'appelle la guerre préventive. C'est-à-dire on fait la guerre pour éviter la guerre. Vous voyez le paradoxe. C'est ce qu'ils vont faire en Irak. Ils vont faire une guerre en disant qu'il faut éviter une guerre. Bon. Vous avez des moments où quand même il faut lever la tête du guidon, quoi. Mais alors, est-ce à dire que sans ce complexe militaro-intellectuel que vous critiquez, sans cet activisme intellectuel, on favoriserait l'éclosion d'un monde plus sûr en prenant le risque de laisser le champ libre à d'autres acteurs sur les terrains, les continents et les aires géopolitiques que se disputent les grandes puissances ? Oui, non. Première remarque, si vous voulez, ce basculement qui se fait en 91 fait qu'encore une fois, la crise a moins d'importance que l'impact électoral et politique des décisions qu'on va prendre. J'ai moi-même participé à des décisions où, si vous voulez, la seule personne qui était dans la réunion de crise où il n'y avait que des chefs, c'était un seul type qui connaissait la crise et en fait, il était là par hasard. Tous les autres décidaient, si vous voulez, sur une espèce de théorie. Il fallait envoyer des troupes. Bon, je peux citer l'exemple, c'était le Rwanda. Il fallait envoyer des troupes, il fallait où les baser, etc. Mais la seule personne qui était dans cette réunion, c'était l'opération turquoise, était le seul qui connaissait le Rwanda. Et à un moment, il est intervenu en disant « Excusez-moi, si vous faites ça, personne ne croira que vous venez sauver des Tutsis. Parce que dans tel endroit, il n'y a plus de Tutsis, ils ont tous été massacrés. » Si ce type n'avait pas été là, la communauté internationale dans sa totalité aurait dit les Français continuent encore une fois à soutenir leurs vieux alliés. Donc vous voyez, cette mécanique que j'ai vécue en direct, je l'ai vécue sur d'autres crises,
ce n'est pas obligatoirement le bien et la justesse qui guident. Encore une fois, il faut faire quelque chose. D'autre part, les Américains ayant perdu 25 types en Somalie, ils ont dit non, qu'ils continuent à se massacrer, ça ne nous concerne plus. Donc on est en train de basculer dans un monde où effectivement le bilan de ces interventions militaires n'est quand même pas très positif. On a laissé une pagaille terrible au Moyen-Orient. Quand même, il faut le dire. 20 ans en Afghanistan pour aboutir au retour des talibans, dans le genre, on ne peut pas faire pire. L'Irak est un pays qui s'est décomposé, qui vit en pleine guerre civile. La Syrie, bon, effectivement, il reste Assad dans le paysage. Maintenant, est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qu'on a fait ailleurs ? On n'a pas obtenu la tête d'Assad, en dépit de ce que disait le président Hollande, parce qu'encore une fois, il ne connaissait pas la situation. Ne connaissez pas. Quand vous êtes dans un pays où vous savez que votre environnement est entré dans une pleine pagaille, où il y a des massacres de tous les côtés, vous vous dites mieux vaut un dictateur tranquille que la guerre civile. Et donc on est sur cette situation où la chose était jugée de Paris, et on avait décidé que Assad tomberait. Donc on rappelle l'ambassadeur, c'est-à-dire l'homme qui disait « Excusez-moi, mais Assad, je crois qu'il est quand même plus consistant et plus populaire que ce qu'on en dit à Paris. » Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? La sanction, c'est qu'on rappelle l'ambassadeur. Oui. Or, ce type alerté avec sa mission et avec courage. J'arrête. Mais là-dessus, c'est effectivement un passage très passionnant dans votre livre, en fait, sur la censure officielle non dite des diplomates. Donc, vous rappelez cette histoire avec la Syrie. Vous rappelez aussi qu'il y a un ambassadeur qui dit que Orban est populaire et qu'il ne faut pas trop insister. Un autre en Asie centrale qui avait pris avec légèreté un questionnaire envoyé à tous les postes sur les droits locaux des LGBT qui a été rappelé. Etc. Et vous, est-ce que vous avez vous-même subi ce genre de censure lorsque vous étiez en poste ? Et une question annexe, est-ce que le fait d'être à la retraite vous rend plus libre dans vos propos ? Non, j'ai jamais réussi à fermer ma gueule, ça c'est un problème. Je vais vous citer un exemple. En 1993, j'ai écrit un papier, j'avais une sous-direction des affaires stratégiques dans laquelle j'avais 4 zones géographiques, dont une qui était l'Afrique subsaharienne. Bon. Et donc, en 1993, avec mes collaborateurs sur la zone Afrique, j'ai écrit un papier pour le thème expliquant que je ne comprenais pas ce qu'on faisait au Rwanda. On m'a expliqué des tas de télégrammes dans lesquels on disait que c'était une position stratégique essentielle, que les Anglais n'avaient qu'un seul envie, c'était de venger Fashoda, enfin des conneries comme ça. Et moi, j'ai écrit un papier en disant « Excusez-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Fashoda ne le ressortait pas à toutes les occasions. Le Rwanda est une espèce de chiure de mouche à côté du Zaïre, qui est l'État le plus riche et le plus important de la zone. Enfin bref. Je me fais engueuler par le cabinet militaire. Les types me disent « Quand on ne connaît pas un sujet, on se tait. » Bon. 3 mois plus tard, commence le génocide. Or, quand on dépiote le génocide, on s'aperçoit qu'il y avait des documents d'une espèce de racisme anti-Tutsi qui était incroyable, qui circulait dans les journaux, qui circulait dans la rue. Pourquoi la fonction d'alerte de l'ambassadeur n'a pas joué ? Parce que, je vais vous citer un autre exemple et vous comprendrez pourquoi un ambassadeur raisonne comme ça. J'avais un copain qui était ambassadeur au Tchad, et un jour il apprend que dans l'assassinat d'un Français, il y a un proche du président, je crois que c'était Hissène Habré, qui est impliqué. Il fait un télégramme diplomatique pour dire « Je pense que ». Ce télégramme termine sur le bureau d'Hissène Habré et lui est rappelé. C'est-à-dire, vous dites, attendez, quand ce type fait son travail dans l'intérêt de la France, finalement, on considère, bon, ben, c'est pas grave, on va le rappeler. Mais on n'a pas rappelé, on n'a pas expulsé l'ambassadeur tchadien à Paris. Donc, vous voyez comment la mécanique marche. Vous avez des espèces de systèmes de pouvoir, bon, sur la France-Afrique, c'est connu, mais vous avez des systèmes de pouvoir qui vont vous bloquer. Par exemple, quand j'ai sorti le bouquin sur avec Dr Saoud et Mr Djihad, c'est-à-dire sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, diplomatie religieuse qui est responsable de la diffusion du salafisme partout sur la planète. Bon. J'ai une note incendiaire du Quai d'Orsay par un type du CERN d'analyse et de prévision qui explique que je suis saoudophobe. Bon, j'ai essayé de lui expliquer que c'était des saoudophiles qui me paraissaient un problème, mais le type, ça vous prouve qu'à l'intérieur du système, vous avez des gens qui se pensent en charge de la défense d'intérêts étrangers. Je ne pense pas que ce type soit payé pour quoi que ce soit, mais il se trouve qu'il était le représentant français à l'Organisation de coopération islamique. Donc on peut penser que ce n'était pas l'individu le plus objectif, si vous voulez, pour juger de la question. Alors j'ai été perfide parce que j'ai passé cette note qui est truculente de bêtises au Canard enchaîné. Quand je sais le traumatisme que provoque le Canard enchaîné, quand le mercredi, tout à coup, les cabinets commencent à lire qu'on a parlé de votre administration, je me suis dit, bon, ça va, j'arrête là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça aussi. C'est-à-dire, vous vous dites, quand vraiment vous avez une espèce de stupidité absolue comme celle-là, ou quelqu'un qui se met sur une position indéfendable, qui peut prétendre que l'Arabie Saoudite est un pays démocratique dans lequel la liberté, le respect des religions, etc. Vous avez d'ailleurs une manifestation le 4 juillet où il y a un think tank qui s'interroge, et si l'espoir, sur les conflits religieux, dont la question est, et si l'espoir venait d'Arabie Saoudite ? Je vous conseille d'y assister.
Justement, le cas saoudien est assez intéressant puisque dans votre livre, vous déplorez l'excès de morale et le déficit de réflexion stratégique en relations internationales. Et en même temps, vous moquez de la réticence des Occidentaux à mettre l'Arabie Saoudite face à ces contradictions alors que tout le monde connaît la nature de ce régime. Est-ce que cet exemple n'invalide pas justement votre accusation relative au manque de réalisme des Occidentaux? La preuve, on s'accommode assez bien avec une théocratie barbare quand nos intérêts, entre guillemets, l'exigent. C'est-à-dire que, si vous voulez, reprenez le scénario 11 septembre. Bon, 11 septembre, 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Le discours de George Bush, janvier 2002, vous avez vu, l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord. Bon. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est donc que vous avez des forces à l'intérieur du système américain qui disent attention, on ne touche pas à l'Arabie Saoudite. Bon, c'est ça. Alors, moi, je me suis amusé quand j'ai travaillé sur le lobby saoudien en France, justement, à voir comment fonctionnait le lobby saoudien. Parce que dès le 12 septembre, vous avez une société de relations publiques qui s'appelle Corvis, qui va voir l'ambassade américaine à Washington en leur disant, vous savez, vos affaires, ça va mal, là, vous devriez quand même apprendre à communiquer. L'Arabie Saoudite était drapée dans une espèce de désintérêt absolu pour ce que pensait l'opinion publique de ce qui se passait chez eux. Et donc Corvis réussit à convaincre les Saoudiens qu'il faut effectivement se préoccuper, d'autant que le Congrès commence à faire un rapport sur le 11 septembre, essayant de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, comment est-ce qu'on avait raté tout ça. Et Corvis réussit une performance formidable, puisque 28 pages du rapport du Congrès vont être classées secret défense par le président, par George Bush. Elles ne seront déclassifiées que 14 ans plus tard par Obama. Donc vous voyez que ça sert à quelque chose, des relations publiques. Donc à la suite, en tirant ce fil, si vous voulez, je me suis rendu compte qu'effectivement les Saoudiens avaient compris qu'il fallait communiquer, d'autant qu'en plus se passe l'affaire Khashoggi. Donc quand se passe l'affaire Khashoggi, là effectivement on peut difficilement dire que l'Arabie Saoudite n'irait pour rien. Avec l'aide des Turcs, il faut reconnaître. C'est-à-dire que les Turcs avaient sonorisé complètement le consulat saoudien à Istanbul. Donc, effectivement, au fur et à mesure, quand les Saoudiens disaient « c'était pas nous », les Turcs sortaient une petite carte en disant « ouais, non, mais non, regardez, c'est pas lui qui sort de l'ambassade. Mais regardez, c'est pas lui qui est à l'aéroport, etc. » Bon. Et donc, ils ont réussi à comprendre qu'il fallait absolument communiquer. Donc, comme ils ont beaucoup d'argent, ils ont contracté avec les 5 majors des relations publiques dans le monde. Les 3 américaines et les 2 françaises. Le plus actif étant Publicis. Publicis qui a racheté Corvis d'ailleurs. Alors ce qui est rigolo, c'est que Corvis n'est mandaté que pour Bruxelles et puis pour un autre pays. Ils n'interviennent pas en France quand même. Alors dans votre livre, vous repassez en revue l'épisode afghan et vous avez cette phrase qui connaît l'Afghanistan sait très bien que le meilleur moyen de réunir tous les hommes contre l'étranger est d'annoncer qu'on veut libérer leurs femmes et leurs filles. Dites-vous en commentant de manière ironique les prétentions féministes américaines. Est-ce à dire qu'il faut cautionner l'asservissement des femmes pour faire plaisir et ne pas déplaire les locaux? Cette tentative de nation building que vous critiquez beaucoup, on pourrait vous rétorquer qu'elle a eu quelques résultats assez intéressants en Allemagne et au Japon après la Seconde Guerre mondiale, et c'est généralement ces précédents qui se sont utilisés pour justifier les tentatives. Comment vous observez tout ça? Non, vous avez raison d'insister sur la façon dont on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, justement avec un processus qui est différent de celui qu'on a fait avec la Russie, c'est-à-dire on a considéré que le vaincu, on devait aider à la reconstruction du vaincu. Ne pas lui faire porter la totalité de la responsabilité, ça n'empêchait pas qu'on ait les tribunaux de Nuremberg, les tribunaux de Tokyo, etc., mais les aider à se reconstruire. Ça, c'était très important. Alors, pour le cas, ensuite, le problème, c'est qu'on a toujours considéré que puisque ça avait marché là, ça doit marcher ailleurs. L'Afghanistan a une caractéristique, c'est un pays qui est ce qu'on appelle en géopolitique une zone de confins. Une zone de confins, ça veut dire que c'est une zone de montagne dans laquelle se sont réfugiées des populations de différentes natures qui étaient pourchassées par les empires. Donc vous aviez l'empire tsaïride, vous avez l'empire persan, vous avez l'empire britannique. Bon. Et donc l'Afghanistan, enfin moi j'y suis allé, chaque vallée est différente de la vallée à côté. Donc si vous voulez conquérir l'Afghanistan, enfin à l'époque moi j'y suis allé, c'était Zahir Shah le roi, vous circuliez sur une route, de temps en temps, vous aviez 3 policiers sur une route qui vous arrêtaient comme ça, mais juste histoire de discuter. C'était pas un contrôle étatique, si vous voulez. Bon. Et c'était une époque où, c'était l'époque des routards, il y avait de la drogue en vente libre, etc., etc. Bon. Quand les Russes l'envahissent, ils croient probablement, comme les Américains, que leur supériorité est telle que, de toute façon, l'Afghanistan va vous faire ça vite fait, bien fait, monsieur Brejnev. En fait, vous connaissez la suite, ils vont y passer 10 ans, ils n'y parviendront pas. Ils avaient des troupes qui n'étaient pas motivées et qui avaient déjà les problèmes d'intendance qu'on connaît en Ukraine. Donc on aurait pu, et les gens qui allaient en Afghanistan l'ont dit, ils ont dit mais c'est extraordinaire combien cette armée connaît de difficultés. Bon, simplement quand vous êtes dans ce contexte-là, c'est en 79, et que vous dites au complexe militaro-industriel occidental, votre ennemi n'est pas si puissant que vous le décrivez, les autres vous disent attendez cher ami,
Laissez les gens sérieux s'en occuper. Vous n'avez pas arrêté notre grand programme de construction de sites, de construction de ça, etc. Donc vous avez des mécaniques qui sont en miroir, si vous voulez. Mais encore une fois, vous constatez en Ukraine des choses qui avaient été dites à propos de l'Afghanistan et on se dit, est-ce véritablement nouveau, quoi? Un autre axe que vous abordez dans votre livre et aussi dans un autre, c'est la place des œuvres de fiction dans le complexe militaro-intellectuel. Donc voilà, vous avez écrit sur la manière dont le cinéma populaire américain, et en particulier les westerns, avait été une arme de propagande massive. Et aujourd'hui, en lisant des auteurs, je ne sais pas, comme Tom Clancy ou Ken Follett, on pourrait avoir le sentiment d'être face en fait à un déploiement romanesque d'éléments de langage belliciste. Et quand on sait comment l'humain est sensible au récit, ne faudrait-il pas en fait davantage se méfier des raconteurs d'histoires que des signataires de pétitions ? Oui, votre question est effectivement essentielle parce que moi j'ai surtout travaillé sur le cinéma, hein. J'ai très peu travaillé. Bon, enfin, vous voyez bien que le style roman policier a fait naître une mythologie que les services de renseignement étaient capables de tout. Bien sûr. James Bond tout seul, après avoir séduit une fille, en général, résolvait un problème qui risquait de détruire la planète. Mais je veux dire, c'est une mythologie, mais c'était fait avec une espèce d'humour britannique, donc on le voyait avec cette distance. Mais il y a eu plein d'histoires, si vous voulez, où on croyait que les espions étaient capables de tout. Bon. Mais moi, je me suis surtout intéressé au cinéma parce qu'il s'est trouvé par des circonstances personnelles que ma fille travaillant aux États-Unis, pendant 4 ans, quand j'allais la voir et qu'elle travaillait, dans la journée, je m'emmerdais, donc je regardais la télé. Et quand vous regardez la télé en continu aux États-Unis, vous vous rendez compte de l'extraordinaire médiocrité de la production télévisuelle américaine. Pourquoi je dis ça? Parce que comme nous, on reçoit du cinéma hollywoodien, mais ce qui n'est exporté, c'est que le meilleur. Oui. C'est pas le pire. Et donc, quand vous pensez que tout est à l'échelle de ça aux États-Unis, vous dites, ce pays est fantastique. Mais quand vous le voyez sur place, vous vous rendez compte. Bon, je vous prends l'exemple du western. Moi, je suis de la génération où le western, c'était la fascination. Aux États-Unis, on pourchassait les Indiens. En plus, c'était des mecs à poil, donc c'était des sauvages. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque à Hollywood le code ICE. Le code ICE imposait que les femmes portent des jupes longues, sauf quand c'était des sauvages comme les Indiennes. Donc, ça faisait probablement aider les mecs à se branler. C'est que on les voyait sortir de l'eau avec les jambes nues, etc. Mais c'était des sauvages. Bon. Et donc, les 2700 westerns, vous pensez bien que pour la masse des Américains, allez leur raconter que le western était une espèce de justification d'un génocide. Ils vous disent, mais attendez, monsieur, vous n'avez rien compris. Les pères fondateurs, ils arrivaient, nous étions la providence divine, machin, etc. Donc, c'est quand même le seul pays qui a réussi à faire une valorisation d'un génocide. C'est moins le cas aujourd'hui. Pardon ? C'est moins le cas aujourd'hui avec toutes les études post... Non, mais on parlait du média, si vous voulez. On parlait du moyen culturel. Très bien. Donc, regardez, moi, ce qui m'a intéressé justement dans cet épisode cinématographique, c'est le décalage entre le fait historique et le moment où le cinéma le prend en compte. Et c'est vrai que si vous prenez quelque chose qui est un des épisodes dramatiques et probablement les plus horribles de la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire ce qu'on appelle la marche des larmes, c'est-à-dire le moment, je crois que c'est les Cheyennes qu'ils ont obligés à déménager de Floride pour aller dans le Nebraska. Donc vous voyez la différence entre la Floride et le Nebraska. Et ils les ont fait chasser sans leur permettre de prendre quoi que ce soit. La moitié des gens sont morts en route. Le cinéma américain a mis 30 ans ou 40 ans avant de raconter cet épisode, puisque évidemment ça venait en contradiction avec les héros. Une fois, j'ai eu un débat sur un plateau télé avec un spécialiste du cinéma américain, qui évidemment est un des admirateurs, ce que je comprends très bien. Il me disait, mais vous n'avez pas parlé de tel film, vous n'avez pas parlé de tel film. Moi, je dis, mais vous avez parlé de Attaque sur Fort Apache et puis La Caravane passe, parce que ce sont des films médiocres. Moi, ce qui m'a intéressé, justement, c'est que comme ce sont des films médiocres où le bien et le mal, il n'y a pas de problème, on sait qui est le gentil, qui est le méchant, c'est ça qui faisait la nourriture de la plupart des Américains, surtout quand vous vivez dans le Middle West. Pourquoi voulez-vous me mettre à critiquer en vous disant, attendez, on a épuré le monde d'une partie de ces sauvages? Voilà. Et est-ce que le complexe militaro-intellectuel est aujourd'hui aussi fort qu'il l'a été? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on assiste avec Internet, les réseaux sociaux, la désintermédiation des contenus, comme on dit, et la multiplication des canaux de diffusion, à sa fragilisation, son effritement? Vous écrivez d'ailleurs, il n'y a plus de gourous parce qu'il y a moins en moins de public pour les liens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est une transformation qui est assez importante. Bon, le gourou, évidemment, je fais référence à l'époque où Sartre, si vous voulez, constituait le grand penseur de la français contemporain. Or, Sartre est quand même un individu qui s'est trompé avec une rareté et un caractère systématique qui mérite le salut quand même. C'est-à-dire qu'il a été stalinien, il a été maoïste, il a soutenu les Khmers rouges, etc. Bon. Donc, l'idée du gourou, si vous voulez, il est significatif parce que Sartre était un type qui privilégiait l'idéologie par rapport à la réalité.
Il nous expliquait pourquoi, en fait, il ne fallait pas penser que le stalinisme était un massacre des populations. Il expliquait que le stalinisme était, en fait, nécessaire à la révolution. Bon. Donc, cette idée du gourou, évidemment, il y en a moins aujourd'hui. Et puis surtout, on a fait ce retournement. C'est-à-dire que quand Aron est mort, on s'est rendu compte que le véritable penseur, c'était lui. Bon. Donc, le gourou a perdu son statut. Mais le complexe militaro-intellectuel, aujourd'hui, il reste encore en plein délire. Regardez le nombre de gens qui veulent absolument faire passer Poutine en Cour pénale internationale. Bon, quand vous leur dites, oui, mais attendez, il y a toujours George Bush dans la salle d'attente. Ils vous disent, mais non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Il a fait plus de morts en Irak que Poutine est en train d'en faire en Ukraine, donc je ne vois pas pourquoi on renverserait l'ordre des priorités. Non, ils pensent encore qu'une démocratie étant animée par des motifs élevés et bons, on ne peut pas le faire. Mais il a fait exactement pareil. Il a menti, il a fait quelque chose qui était encore plus grand, puisqu'il a réussi à convaincre la planète entière qu'il mentait, oui, avec la séance de Colin Powell à l'Assemblée générale de l'ONU. Moi, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans la petite fiole, quand même. Parce que je me suis dit, s'il y a vraiment des armes bactériologiques dedans, s'il la laisse tomber, je veux dire, la moitié de l'Assemblée générale disparaît. Non, il n'y avait probablement rien. Donc, alors, il y a une explication que je trouve probablement assez juste, c'est-à-dire que Colin Powell était le grand personnage. C'était lui, le chef d'état-major qui avait gagné la guerre du Koweït. Donc, c'était un personnage qui devait normalement, chez les Républicains, succéder à Bush. Mais comme Bush n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir, on a pensé que cette opération était destinée à le torpiller. Oui. C'est-à-dire lui fournir un faux argumentaire dont on révélerait ensuite qu'il était faux. Et donc, c'était lui qui discréditait. Bon, ça, il faudrait rencontrer des spécialistes des États-Unis pour avoir une réponse. Mais je trouve l'explication assez intéressante. Pour revenir sur l'Ukraine, est-ce que la multiplication des interventions de Volodymyr Zelensky dans de grands événements culturels, voilà, on l'a vu à Cannes, je ne sais plus quel événement aux États-Unis, est-ce que ça ne dit pas quelque chose justement de cet affaiblissement du complexe militaro-intellectuel? En fait, avec Volodymyr Zelensky, on a presque l'impression qu'il doit lui-même se taper le gros du boulot de promotion d'une amplification de l'intervention occidentale en Ukraine. C'est vrai, mais en même temps, c'est sa fonction. Hein, je veux dire, il a cette fonction-là que de porter la cause ukrainienne selon des modalités de communication qu'il a totalement renouvelées. Quand vous regardez face à face Zelensky et Poutine, vous vous rendez bien compte qu'ils ne sont pas dans la même rubrique. Poutine fait dans le sérieux les intérêts supérieurs de l'Empire, etc. Et Zelensky, c'est un espèce de zébulon qui le prend continuellement à contre-pied et qui va effectivement ici participer à des manifestations, ou en tout cas qui est associé à des manifestations qui ne sont pas directement liées à la crise, mais qui montrent sa capacité, si vous voulez, de convaincre de la justesse du pays qu'il défend. Donc, il renouvelle le genre. Zelensky. Je trouve ça fantastique. Et puis, comme en plus il a ce passé de comédien, qu'est-ce qu'il a appris dans son passé de comédien qu'il a transposé sur le plan politique? C'est intéressant comme question, ça. On pourrait étendre au complexe militaro-intellectuel ce que vous avez pu dire de la géopolitique, à savoir un habillage rationnel des rapports de force internationaux. Mais n'est-ce pas un invariant des sociétés humaines de voir des puissances acheter plus ou moins littéralement les services de clercs et de poètes pour nourrir leur puissance et leur légitimité? Oui, mais encore une fois, je ne pense pas que, si vous voulez, les éléments divers de ce complexe militaro-intellectuel soient payés. C'est-à-dire qu'ils y vont pour des motifs personnels, professionnels, moraux. Et évidemment, c'est l'accès au plateau télé qui va ensuite leur donner le statut et donc la force de conviction politique. Bon. Donc, bien sûr qu'il y a toujours eu des gens qui se sont mobilisés pour défendre une cause, etc., etc. Je crois que c'était Victor Hugo qui avait pris la cause des Bulgares. On ne savait pas où c'était, mais enfin, il avait expliqué qu'il y avait des massacres de l'Empire ottoman, etc. Donc, ce n'est pas un phénomène totalement nouveau. Simplement, on sort de la période où il y avait deux blocs. Et ces deux blocs, c'était silence dans les rangs. Donc, on avait quelque chose qui était assez homogène, assez strict. Et évidemment, vous aviez la caractéristique première, c'était la course aux armements. Donc, on n'allait pas dire on va dévier, on va s'occuper de ci, on va s'occuper de ça. Donc, ce complexe a pris beaucoup plus d'importance après 91. Et encore une fois, c'est table ouverte. Je vous prends l'exemple du Covid. Regardez tout à coup le nombre de spécialistes du Covid qu'on a vu en si peu de temps. Depuis la crise en Ukraine, j'ai compté qu'il y avait environ 100 à 150 spécialistes de l'Ukraine qui étaient partis sur les plateaux télé. Je ne savais pas qu'on en avait tant. Et quelle évolution pour le complexe militaro-intellectuel dans le monde multipolaire dans lequel nous sommes aujourd'hui? La machine de propagande est-elle différente en Chine, en Inde, en Russie? Non, ça, de ce côté-là, ne comparez pas. Je veux dire, c'est des amateurs, c'est de la propagande. Je veux dire, moi, j'ai vécu en Chine pendant un an. Ils ne vont pas vous expliquer qu'ils ont des doutes existentiels, etc. Xi Jinping, c'est pas ce genre de personnage, je veux dire. Donc, pareil en Russie, regardez la fermeture de Mémorial. Mémorial était une ONG qui travaillait sur quelque chose qui est essentiel pour la mémoire collective russe, c'est-à-dire
qui ont été les responsables des massacres staliniens. Bon, il ne s'attaquait pas à Poutine, mais en s'attaquant à l'image sur laquelle Poutine va effectivement justifier son retour de l'Empire, si vous voulez, retour d'Empire, effectivement, il gênait. Donc il gênait, d'autant que lui-même, Poutine étant ancien officier du KGB, il avait autour de lui des gens qui avaient probablement les mains pas propres. Bon. Donc on ferme. Il n'y a pas de raison d'ouvrir le débat. Par contre, effectivement, moi, ce qui me semble un virage significatif, c'est le cas du Mali. Pourquoi le Mali ? Parce qu'encore une fois, le Mali, on intervient en catastrophe. Bon, je laisse de côté le fait qu'on avait détruit la Libye et que, épisode que j'aime citer, lors de la deuxième bataille de Tripoli, pendant la deuxième phase de la guerre civile, il y a un journaliste qui interroge Bernard-Henri Lévy, et Bernard-Henri Lévy lit cette phrase extraordinaire, il dit « comment dire, Tant mieux si j'y suis pour quelque chose ». C'est-à-dire, vous avez là un individu qui refuse de reconnaître sa responsabilité. C'est ce que j'ai appelé les intellectuels Tefal. C'est des mecs qui ont toujours raison. De toute façon, il n'y a pas aucune critique d'accroche. Deuxième chose, c'est un individu qui ne va pas faire la guerre. Deuxième caractéristique. Et puis, encore une fois, qui va sauter sur une autre crise pour expliquer la bien-pensance. Bon. Donc, on fait cet extraordinaire couloir que constitue la Libye, qui va ouvrir les portes, les vannes de toute une immigration africaine, très importante. Et ensuite, ça va libérer un certain nombre de salafistes qui vont aller s'occuper de la zone sahélienne. Bon. Ils aboutissent en Mali, intervention militaire d'urgence pour arrêter la progression des salafistes qui descendent par le sud de l'Algérie. Alors je sais que l'Algérie, eux, par contre, ils ont réglé leur problème. Hein. C'est-à-dire que c'est des militaires, c'est tout ce qu'on veut, mais enfin, en tout cas, eux, ils n'ont pas eu ce problème-là. Et donc ces salafistes descendent sur Bamako, opération militaire d'urgence, etc. Mais aujourd'hui, le Mali est le pays le plus aidé par la France de toute la zone francophone. Hein. Aujourd'hui, vous avez des militaires maliens qui disent « Mais non, les Français, on ne les veut pas, on veut Wagner ». Alors, dites, attendez, il y a une chose que je ne comprends pas. Wagner, c'est des sociétés militaires privées russes. Bon. Alors, on dit, oh là là, c'est pas bien, les sociétés militaires privées, c'est scandaleux, etc. Le concept a été inventé par les Sud-Africains après la fin de l'apartheid, parce qu'il y avait une armée qui était surdimensionnée, donc ils ont libéré pas mal de gens qui avaient des formations militaires, ils ont créé des sociétés militaires privées qui ont commencé à intervenir dans un certain nombre de crises africaines. Le modèle a été repris par les Britanniques, et il a été repris par les Américains. Je vous rappelle qu'en Irak, l'entreprise la plus puissante en Irak occupée par les Américains, c'est Blackwater. Et Blackwater gérait la prison d'Abu Ghraib. Hein, donc, on avait privatisé une partie de l'invasion en Irak. Donc, on est sur quelque chose où on ne fait semblant de ne pas voir ce qu'on a fait nous-mêmes pour expliquer pourquoi ce que font les autres, c'est pas bien. Mais si les Maliens se tournent vers Wagner, il faut se poser la question. Donc, il y a une espèce de constat d'échec. Ce constat d'échec, il se sent aussi aux États-Unis, où les gens disent, bon, maintenant, il faut rapatrier les troupes. Regardez Trump. Trump décide d'un coup de se retirer d'Irak. Le problème n'est pas réglé du tout. Mais il se rend bien compte que s'il veut gagner les élections, il faut dire à l'opinion publique américaine, c'est fini, on arrête d'intervenir partout. Et quand vous faites le tableau de la planète, que vous apercevez qu'il y a une guerre sunnite-chiite au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, à Bahreïn, au Yémen et au Nigeria, vous vous dites, mais quelle est notre légitimité, nous, mécréants, à intervenir dans une guerre religieuse ? Donc vous voyez, ce n'est pas en parlant à l'ONU de la question qu'on va se trouver une légitimité pour prétendre pacifier la crise. Donc, mais si on ne part pas de ce constat-là, ben on dit, mais attendez, nous, c'est pas pareil, on est des casques bleus. Donc les casques bleus, vous savez, les gens, ils accueillent. Mais non, c'est pas vrai. On a perdu 50 types à Sarajevo. Il faut croire que finalement, ils n'étaient pas si bien accueillis que ce qu'on le disait. Eh bien, Pierre Conessa, merci beaucoup pour ce riche entretien autour de votre livre « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel ». Alors, pour terminer, je vous propose une citation de Benjamin Constant, issue de son ouvrage « De l'esprit de conquête et de l'usurpation dans leur rapport avec la civilisation européenne », ouvrage critique du messianisme napoléonien notamment. Le but unique des nations modernes, c'est le repos. Avec le repos, l'aisance, et comme source de l'aisance, l'industrie. La guerre est chaque jour un moyen plus inefficace d'atteindre ce but. Ces chances n'offrent plus ni aux individus, ni aux nations des bénéfices qui égalent les résultats du travail paisible et des échanges réguliers. Chez les anciens, une guerre heureuse ajoutait en esclaves, en tribus, en terres partagées à la richesse publique et particulière. Chez les modernes, une guerre heureuse coûte infailliblement plus qu'elle ne rapporte. C'était la pleine époque de la colonisation, c'est ça ? Il était en train de parler de ça ? C'était les guerres révolutionnaires. Ouais, non, mais c'est pour vous dire, il avait tout compris, quoi. Il avait annoncé l'avenir, ouais. Eh bien, c'est le moment des contrariétés de Mathilde.
Bonjour Peggy, bonjour Fergan, bonjour Monsieur Conessa. Aujourd'hui, je suis très contrariée et pour cause, nous sommes en guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais en 2015, le président Hollande nous a dit que nous étions en guerre contre le terrorisme islamiste. En mars 2020, le président Macron nous a dit que nous étions en guerre contre le Covid. En mai 2022, le même président Macron estimait que la France entrait dans une économie de guerre parce que le gaz atteint le prix du Chanel numéro 5 et qu'on risque de connaître des pénuries d'huile pour les marinades du barbecue cet été. Pendant ce temps-là, les Russes eux, ne sont toujours pas en guerre puisqu'il s'agit, comme vous le savez bien, d'une opération militaire spéciale. C'est le petit nom qu'on donne à Moscou à l'invasion d'un pays à coups de missiles, la mise en alerte de forces nucléaires et au déplacement forcé de plus de 10 millions de personnes. Ouf, les Ukrainiens l'ont échappé belle. Bref, à écouter ce genre de discours, je suis bien embêtée de ne pas avoir de casque à pointe ou d'armes automatiques, car hélas, nous ne sommes pas aux États-Unis et il ne suffit pas d'avoir 18 ans pour s'en acheter une chez Intermarché avec un paquet de bonbons et du Nescafé. Et c'est là où l'ouvrage de Monsieur Conessa est salutaire. On a beau expliquer aux braves Français qu'ils sont en guerre, ils se retrouvent intellectuellement fort dépourvus quand cette même guerre est aux portes de l'Europe. Et cela donne des intellectuels que Monsieur Conessa aime nous faire détester, qui mènent 1000 combats dans les médias mais ne tiendraient pas 2 jours au service militaire, ou bien des amoureux de la paix, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, qui condamnent du bout des lèvres les exactions russes en Ukraine et ne soutiennent pas les livraisons d'armes, parce que, vous comprenez, aider un pays envahi à se défendre, ça risquerait de faire traîner un peu le conflit en longueur. Quand Hemingway ou André Malraux nous parlent de la guerre et de pourquoi il faut aller se battre, ils le disent bien, parce que ce sont de vrais hommes de lettres et pas des hommes d'éléments de langage. Mais en plus, ils sont allés se battre eux-mêmes. La génération de mes parents a encore connu la guerre de près, sur les façades des immeubles, dans les récits de leurs parents ou sur les corps des inconnus qui revenaient des camps de concentration ou d'Algérie. En revanche, moi, si un jour mes enfants m'en parlent, je pourrais leur dire qu'on était en guerre contre le Covid ou éventuellement dans le métaverse, mais qu'on a tenu le choc grâce à TikTok et Netflix. Alors oui, ce n'est vraiment pas inutile d'avoir en tête ce qu'être en guerre veut vraiment dire, pour ceux qui la mènent et pour ceux qui la subissent. Ça vaut aussi la peine de ne pas prendre pour argent comptant une parole politique ou intellectuelle qui est en manque d'héroïsme et ne prend dans un conflit armé aucun, je dis bien, aucun risque personnel. Ça permet aussi de se rappeler que ça a coûté cher aux générations précédentes et sans doute de mieux comprendre les choix de leurs enfants. Clémenceau disait de la guerre que c'était une chose trop grave pour être confiée aux militaires. Reste à savoir s'il avait forcément en tête les alumni contemporains de Sciences Po Paris et Normal Sup quand il a fait son bon mot. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Le point.